Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui un grand reporter, comme on n'en fait plus, Jacques-Marie Bourget. Bonjour Jacques-Marie Bourget. Alors vous avez été journaliste dans plusieurs titres de la presse française, à peu près tous, ouais. Et vous avez écrit un ouvrage... Jamais été à minute, là. Ouais, heureusement. Alors vous avez écrit un ouvrage passionnant, Sabra Shatila au cœur du massacre, avec des photos de Marc Sibon, préface de Alain Louillot, qui est journaliste, ex-journaliste au Monde, et c'est édité aux éditions Éric Bonnier. Alors dans la préface de votre livre, vous avez donc couvert ce massacre et vous affirmez « Pourtant, nous n'avons jamais ni écrit ni montré tout ce dont nous avons été témoins les 17 et 18 septembre 1982 à Sabra et Shatila. Depuis 30 ans, notre vérité s'est enrayée comme un mot qui refuse de sortir. » Pourquoi ce silence de 30 ans? C'est vrai, c'est-à-dire que c'est... Quand on a vu une horreur pareille, parce que même si j'avais auparavant, à l'époque de Sabra Shatila, j'avais presque 40 ans, donc je n'étais pas un junior, et j'avais déjà vu pas mal de choses épouvantables. Mais il s'agissait de guerre, il s'agissait, même si c'était des guerres terribles, avec des massacres à l'intérieur de la guerre, des exactions, des choses comme ça. Là, une tuerie, une boucherie systématique contre des femmes, des enfants, des vieillards, des civils, des gens qui étaient en train de manger une omelette. Donc c'est un profond traumatisme. C'est comme ça arrivé là-dedans, c'est absolument épouvantable, c'est l'enfer, on n'arrive pas à comprendre. Donc il y a eu le choc, et on a fait une enquête très rapidement pour essayer d'expliquer, qui n'a pas été publiée parce que bon, la presse n'était pas très demandeuse, et puis c'était fallait passer à autre chose. Il y avait Grace Kelly était morte, tout ça, hop, là, on tourne la page. Donc c'est resté comme ça. Moi j'avais beaucoup de travail, ça a toujours resté en moi. Puis là, bon, maintenant étant vieux, c'est une espèce de testament et puis de devoir. Mon photographe est comme moi. Mon bouquin, je l'ai écrit sans prendre un carnet de notes. Hein. Tout était dans ma tête. Lui, ses photos, elles étaient au fond du tiroir. Et j'avais juste à le sortir. Il fallait aussi trouver l'éditeur, parce que trouver un éditeur pour ce genre de livre, c'est très difficile, parce qu'ils se battent. Donc vous avez obtenu beaucoup... Enfin, il y a eu beaucoup de refus? Beaucoup de refus, oui. C'est-à-dire, oh, c'est une vieille histoire, ça ne nous intéresse pas, à quoi bon, etc. Donc là, il y a Éric Bonnier qui a eu le courage de publier ce livre, avec les photos, etc. Donc nous, on marque modestement notre pierre dans le mur de l'histoire. On verra bien. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, les gens retrouveront ce petit livre en disant, ben voilà... le témoignage qui a été publié, quoi. Alors avant de rentrer dans le vif des événements, donc on peut peut-être rappeler ce qu'était le contexte géopolitique à l'époque au Liban. Donc Israël envahit le Liban le 6 juin 1982. Vous êtes en France et vous décidez de partir pour le Liban. Ben, c'est-à-dire que ça s'appelait l'opération soi-disant Paix en Galilée. Moi, je suis allé couvrir cette opération qui a été, on l'oublie, extrêmement meurtrière, parce qu'il y a quand même eu 25 000 Libanais qui ont été tués dans cette opération. On n'en parle pas. On parle du massacre parce que c'était l'odieux dans l'odieux. Mais l'opération Paix en Galilée, 25 000 morts dans un petit pays comme le Liban, c'est comme si en France, il y avait 300 000 morts. C'est absolument épouvantable. Donc les Israéliens, pression internationale, s'arrêtent quand même autour de Beyrouth. L'objectif, c'est liquider les terroristes, chasser les Palestiniens. Ce qu'ils font d'ailleurs, voilà, chasser les Palestiniens, y compris les civils et les réfugiés ailleurs, en Irak. Enfin, c'était le rêve de Sharon et des Israéliens de se débarrasser de ces Palestiniens au Liban. Et la situation, les Palestiniens et les forces progressistes, qu'on appelle les forces progressistes, c'est quelques milices sunnites, les Druzes. Quelques partis de gauche. Et voilà, et des chrétiens qui ne sont pas phalangistes, qui sont proches du Parti communiste, qui eux se battent. Quelques chiites qui commencent à être organisés se battent contre les Israéliens. Et là, on assiste à une espèce de, pas de guerre de position, mais de halte jusqu'à fin août, début septembre. Il y a une force multinationale qui, soi-disant, est là pour protéger le cœur de Beyrouth, pour dire, bon, les Israéliens, non, ça suffit, n'entrez pas dans le cœur de Beyrouth, où il y a des Américains, des Français qui sont là. Et subitement, aux alentours, je ne sais plus ma mémoire, mais je crois que c'est autour du 10 septembre, après que les combattants palestiniens aient été évacués sur Tunis, la force d'interposition multinationale s'en va. Unilatéralement, sans prévenir, sans rien, les Américains, sous la pression des Israéliens, disent « bon, allez, on retire les troupes ». Et Mitterrand, au lieu de dire « non, on laisse les troupes
à Beyrouth pour protéger les camps, puisque le contrat juré craché des Américains, des Français, etc. Près d'Arafat, c'était on protège les camps. Et donc ces gens, hop, on les évacue. Donc les camps, par définition, ils ne sont plus protégés. Mais l'opinion publique se dit les Israéliens sont des grands démocrates, donc il n'est pas question qu'ils touchent à une oreille d'un Palestinien. C'était ça le thème. Et Béchir Gemayel, le président élu phalangiste chrétien complètement lié à Israël, est assassiné le 14 septembre. Et dans un attentat, oui. Et là, Sharon dit, bon, ben maintenant, aux phalangistes, il faut vous venger, c'est les Palestiniens qui ont fait tuer Gemayel, ce qui était complètement faux. Il faut liquider les 2000 terroristes qui sont encore à l'intérieur de Sabra Shatila. C'est pas le début de la guerre contre le terrorisme, parce qu'on a connu ça en 40... toutes les guerres, le Fedaïn, où le résistant, c'est un terroriste. Là, tout d'un coup, c'est quand même dans l'ère moderne, l'apparition de la guerre contre le concept de guerre contre le terror. Alors nous sommes le 16 septembre, vous êtes dans le camp de Sabra, et là vous avez comme un pressentiment. Non, le 16 septembre, je suis au cœur de Beyrouth, dans le quartier sunnite Basta, qui est le quartier ottoman, le quartier religieux sunnite, parce que les Israéliens sont en train de rentrer dans Beyrouth. Et moi, je suis passé dans leur dos et je suis allé au cœur de Beyrouth. Donc c'est l'offensive israélienne. Le 16 septembre au soir, on voit le ciel s'illuminer d'obus éclairants. On se demande pourquoi, on ne comprend pas très bien. Et le 17 au matin, ça y est, Beyrouth est tombé, les Israéliens occupent tout Beyrouth. Et on entend dans les zones des camps au sud de Beyrouth encore des tirs. Bon, et mon photographe, qui lui était à l'époque plus habitué que moi encore à Beyrouth, dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi il y a encore des tirs dans les zones des camps ?» Donc nous, on y va. Et étonnamment, il y avait peut-être 150 journalistes à l'époque à Beyrouth. Personne ne se soucie des camps. Personne. Il y a une équipe qui a filmé vaguement des types dont on découvrira que c'est des phalangistes qui passent dans un trou pour rentrer dans le camp par un mur, dans un trou dans un mur. Mais rien, personne. Donc nous, c'est le vendredi après-midi. On traîne un peu dans le haut de Sabra. Il y a des tirs, il y a une roquette qui nous passe à côté, etc. Mais bon, en même temps, il y a une femme qui nous offre le café. Pour ces gens-là, très habitués, hélas, au combat, etc. Bon, mais ce qui nous a étonnés, c'est qu'on a vu pas mal de gens quitter le camp, sans courir, mais quitter en silence, avec des visages absolument de terreur. On n'a pas compris. Il y avait des vieux, des enfants qui traînaient des vieux, tout ça, ils partaient. Et donc ce vendredi soir, je dis à mon photographe, à Marc Simon, comme la veille on avait dormi chez l'habitant, ben tiens, on va dormir dans le camp. Et il me dit, mais t'es malade. Il a compris qu'il y avait quand même une forte tension. Si on nous découvre, on nous tire dessus, on est mort. Donc on est rentré à l'hôtel et le 18 au matin, on est retourné très très tôt dans le camp. Et là, vous retournez dans le camp et là vous découvrez l'horreur absolue. Ben, c'est-à-dire qu'à l'allée principale du camp, il y avait quelques morts. Mais bon, dans un combat, il y a des morts. Et puis à un moment, je prends à droite une ruelle. Et là, on tombe sur l'apocalypse, quoi. Des enfants coupés en morceaux, des femmes au sein coupé, violés, des gens poignardés, des corps traînés derrière une camionnette au bout d'une chaîne, enfin des choses... voilà, et on a eu beaucoup de mal à comprendre, que bon, bah ça y est, ce qu'on craignait a eu lieu, c'est-à-dire le massacre. Il y avait déjà un bulldozer qui faisait des trous pour enterrer des corps à pleine pelle et tout. C'était absolument... Alors je vais lire un passage de votre ouvrage. Donc vous affirmez, nous avançons, chaque maison a été salle de torture avant d'être à tombeau. L'épouvante, c'est bien ça, l'épouvante, elle nous fait oublier l'odeur, les insectes restés seuls vivants, les liquides et le sang. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous êtes... c'est comme si on avait été satellisé et qu'on se retrouve, je ne sais pas où, sur une autre planète, sur la Lune. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus un être humain. C'est indicible, quoi. C'est pas possible, des histoires pareilles, quoi. Et dans votre ouvrage, vous affirmez même que nous sommes presque soulagés. Voilà des morts ordinaires. Oui, parce qu'à un moment, on a vu des gens qui étaient fusillés contre un mur, ce qui est horrible. Mais ce qui est, hélas, c'est un épisode de guerre, ou de guerre civile, ou de guerre assez banal, les gens qui sont fusillés. C'est épouvantable, mais c'est vrai. Donc le fait d'avoir vu ces gens fusillés, c'est-à-dire morts de façon
banal dans ces circonstances-là, c'était presque un soulagement. On disait, tiens, enfin des gens qui ont la chance de ne pas être torturés. Du moins, on ne voyait pas qu'ils avaient été torturés, ils avaient été fusillés. C'est un truc... ce qui nous a effrayés, c'est le côté systématique, lourd, maison par maison, enfin... voilà, et des gens visiblement sans défense, parce que même si nous, on a entendu la veille quelques jeunes avec des kalachnikovs qui se battaient un petit peu, c'était rien du tout. En fait, ils sont venus tranquillement et systématiquement. Les Israéliens, en plus, encerclaient le camp et empêchaient les gens de fuir. Et ils étaient là dans la nasse et on les a égorgés comme des poulets, quoi. Alors, quel rôle a joué l'occupant israélien? Vous affirmez que l'envahissement de Sabra et Shatila était programmé par l'armée israélienne. Oui, on a trouvé un plan daté du 17 septembre, alors que Raphaël Eitan, le chef d'état-major de l'armée israélienne, disait qu'il n'a jamais été question de rentrer dans les camps. Nous, on a un plan dont on met la photo, qu'on a trouvé, qui avait été oublié dans l'état-major. Le 17 septembre, il y a les flèches et on envahit les camps. De toute façon, Sharon, maintenant, on a quelques verbatims, il y a des éléments, il y a très peu, mais il y a quelques historiens qui s'occupent d'essayer de savoir un peu ce qui s'est passé. Et Sharon avait mis une pression absolument absolue sur les phalangistes pour qu'ils rentrent dans les camps. Alors, Bachir Gemayel, malin, avait compris que par rapport à ses amis sunnites, parce que lui, il fallait qu'il soit élu président de la République, donc il fallait qu'il ait les voix des sunnites, donc c'était un peu difficile de soutenir ça. Mais autrement, à l'intérieur des phalanges, comme tous ces types avaient été formés en Israël, comme Raphaël Eitan a dit, les phalangistes, ce sont comme nos troupes, il est clair qu'ils ont été envoyés à l'intérieur des camps, quoi. Et alors, bon, il y a... Moi, j'ai un témoignage d'un professeur de violon qui me dit sous mes fenêtres, on a parlé en hébreu, on a retrouvé des caisses de munitions écrites en hébreu. Et Ménard, Alain Ménard, qui a fait un bouquin, cite le nom d'un commando qui serait arrivé dans le camp avec pour mission d'exécuter très précisément un certain nombre d'intellectuels, de gens ciblés. Moi, je ne sais pas. Je sais simplement que, les phalanges ont été entraînées, motivées, etc., pour entrer dans les camps. 2, c'était le but de Sharon. Et Sharon a même eu des querelles avec les Américains. Les Américains essayaient de le freiner. Ils disaient, mais comment, c'est pas vous, c'est notre survie qui est en jeu. Il faut tuer ces terroristes, il faut tuer ces terroristes, il faut tuer ces terroristes. Bon, après, il y a eu la commission Kahn, qui était une commission bidon en Israël, qui a dit, Sharon, il ne faut plus qu'il fasse de politique. On a vu ce que ça donnait la Suisse, et qui a été un petit peu sanctionné avec le chef d'état-major. Mais c'était... pardonnez-moi le mot, mais c'était un peu de la rigolade, quoi. Dans votre livre, vous décrivez quand même une scène hallucinante. Donc, le 22 septembre, vous revenez sur les camps de Sabra et Shatila et vous affirmez « Les assassins reviennent sur les lieux du crime pour en commettre d'autres sous les yeux de militaires français ». Absolument. C'est-à-dire que nous, évidemment, on allait tous les jours dans les camps pour essayer de voir comment, ce qui s'y passait. Ils ont enterré les morts, il y a eu des fosses communes ouvertes, etc. Enfin, ça a été absolument terrible. Et puis tout d'un coup, le 22, les fameuses troupes d'interposition multinationale sont venues. Et les Français sont arrivés les premiers. Et on voit les troupes françaises prendre position dans Sabra et Shatila. Bon, voilà, ils reviennent trop tard, mais ils sont là. Puis tout d'un coup, on voit un camion militaire kaki, avec sur les bancs à l'arrière, plein de jeunes hommes, ou plutôt jeunes, palestiniens, là, menacés par des armes, certains avec les pouces attachés dans le dos avec des fils de fer. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'était un camion militaire des phalangistes, avec le portrait de Bachir Gemayel sur la portière, etc., etc. Et on se dit, mais c'est pas vrai. 4 jours après le massacre, voilà les phalangistes qui sont à nouveau dans le camp pour continuer à prendre des types. Alors moi, j'avise un colonel qui était là, je lui dis, vous savez ce qui se passe? Il me dit non. Je dis, il y a les phalangistes qui continuent à venir prendre des hommes. Il me dit, mais non, c'est pas des phalangistes, c'est les autorités. Lui, évidemment, militaires français connaissant rien à la problématique, il voit des types en uniforme kaki avec un camion kaki, il se dit, c'est l'armée, c'est des militaires, c'est les autorités. Donc je lui explique que non, que c'est les phalangistes, que c'est ceux qui ont commis le crime. Il me dit, mais non, vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas, moi je suis formel, c'est les autorités, c'est les autorités. Donc après j'ai alerté Régis. Oui, vous lui envoyez un texte, et vous le rencontrez même? Oui, que je ne connaissais pas, à l'époque Régis Debray en 82, conseiller de François Mitterrand, je pense que c'est un honnête homme, je dis, bon, je ne vous connais pas, mais je vous envoie un telex, il se passe des choses terribles, il ne m'a jamais répondu. Je l'ai croisé 15 jours plus tard, par hasard, dans une soirée
à Paris, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, bon, écoutez, j'ai vérifié auprès de la Défense et des Affaires étrangères, on n'a trouvé aucune trace de ça. Finalement, l'affaire, elle est sortie dans la presse anglo-saxonne, on estime qu'il y a peut-être 500 types, en plus des premiers morts qui ont été liquidés dans la montagne et qui ont été pris à ce moment-là. Alors 3 mois plus tard, donc le 16 décembre 1982 exactement, donc l'Assemblée générale de l'ONU qualifie cet acte de barbarie d'acte de génocide, oui. Mais ça ne sera jamais soumis à un tribunal et jamais jugé. Non, ce qui est paradoxal, puisque normalement le génocide est imprescriptible. Mais là, bon, il y a eu la commission Kahan qui a été une espèce de purge. L'opinion publique. Il y a quand même eu 450 000 personnes qui ont manifesté en Israël pour protester contre cette barbarie. Hein. Et donc, bon, bah en fait, c'est jugé. Puis on a dit, bah, c'est les chrétiens. C'est une histoire finalement entre arabes, quoi, entre palestiniens et chrétiens arabes. Donc voilà, nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'était ça un peu. Certes, Sharon a été un petit peu imprudent. Raphaël Eitan, le chef d'État, a été imprudent. Mais nous, on n'est pas concernés. Donc après, il y a une commission d'enquête Germanos au Liban, mais très vite, ça s'est perdu dans les sables. On a voté une loi d'amnistie, un peu comme la loi qui protège en France l'OAS ou les criminels de guerre en Algérie, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de les juger ni de les condamner. Quant à l'Assemblée des Nations Unies, ben, c'est comme les décisions qu'elle prend pour soi-disant l'existence de la Palestine, etc. Ça reste lettre morte, ça ne prospère pas, quoi. Donc c'est très étonnant, mais voilà. Et comment expliquez-vous en France, par exemple, on célèbre entre guillemets le 30e anniversaire de ces massacres, comment expliquez-vous ce blackout médiatique? Oui, bah, je crois que la cause palestinienne, qui a été une cause très liée au courant internationaliste, généreux des années 68, 70 jusqu'à 80, pas mal liée quand même au mouvement marxiste, même dans ma bouche, c'est pas péjoratif, mais enfin, libération des peuples. Anti-impérialiste. Ah, voilà, anti-impérialiste. Maintenant, tout ça, c'est fini. L'anti-impérialisme, ça n'existe plus. Maintenant, on envoie des troupes en Afghanistan pour faire je sais pas quoi, lutter contre on sait pas qui. On envoie des troupes détruire l'Irak pour des trucs qui n'existent pas. Enfin, il y a une reconstruction du monde occidental qui fait que les Palestiniens, c'est devenu des terroristes. Ils sont sur les listes noires. Qui veut s'en occuper est soit un antisémite, soit un rouge-brun, soit je ne sais quoi. Donc c'est extrêmement difficile. Puis il y a eu la division des Palestiniens entre eux, mais à mon avis, ça n'explique pas du tout la chose. C'est-à-dire que la cause palestinienne, maintenant, ça apparaît comme c'est plus à la mode, c'est un peu ringard. La preuve, c'est que les gens disent « Ah, mais le conflit israélo-palestinien », mais il n'y a pas de conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas de conflit. Il y a un pays qui occupe indûment un autre, c'est tout. Mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Quand j'entends ça, moi, je ne supporte pas. Il n'y a pas de conflit. Mais vous vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour de nombreux magazines de la presse française. Est-ce qu'on peut parler de ce sujet sans subir des pressions? Bah, c'est-à-dire que la pression a suivi le mouvement que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un fait qu'il y a 30 ans, 20 ans, c'était plus facile de s'exprimer sur les Palestiniens, parce que c'est vrai que c'était une vraie un déni de justice, il y avait des séries de massacres, de malheurs, de tout ce qu'on veut. Et puis maintenant, bah ça y est, c'est-à-dire que le Palestinien, c'est le terroriste, c'est ou un radical religieux, ou c'est... voilà, on en arrive même à réécrire l'histoire du genre, on a proposé à Arafat de signer des papiers, la paix et tout, il a refusé, c'est faux, on ne lui a jamais rien proposé. Donc on est en train de faire un enterrement systématique des Palestiniens. Quand on voit ce qui se passe avec les colonies, mais c'est hallucinant, vous avez des colons qui tirent sur les gens, les enfants, etc., dans l'impunité la plus totale. C'est absolument effrayant. Merci à vous, Jacques-Marie Bourget. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sabra et Shatila, au cœur du massacre, avec des photos de Marc Simon. Aux éditions Éric Bonnier, c'est vraiment un livre que je recommande particulièrement. Merci à vous.